Quand j'étais petit, j'ai eu la chance que mes parents m'amènent souvent faire des randonnées à la montagne ou des balades en forêt. Et quand on passe une journée dehors, il arrive invariablement un moment où on a envie de faire pipi. Alors, je ne sais pas vous, mais quand j'étais petit, je me posais vraiment la question. C'est bien ou c'est pas bien de faire pipi contre un arbre dans la forêt comme ça? Je ne savais pas du tout. Et surtout, j'imaginais pas du tout que plus tard, j'allais carrément faire une thèse sur le fait de savoir si c'était bien ou pas, et sur le fait de savoir comment on pouvait faire nos besoins de façon écologique. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'après cette thèse, il y a eu tout un tas de partenaires, d'institutions qui ont financé un programme de recherche complet que j'ai l'honneur et la chance de coordonner aujourd'hui, le programme OCAPI, à l'École des Ponts, et je suis chercheur au laboratoire LESU, pour, avec tous nos collègues, réfléchir, travailler et construire ces manières de savoir comment on peut faire nos besoins dans un respect de la justice sociale et des limites planétaires. Alors, imaginez, vous êtes scientifique et vous devez commencer à faire une recherche sur le pipi. Qu'est-ce que vous commencez par faire? Non, il ne s'agit pas de le faire maintenant tout de suite. Ce soir, en rentrant chez vous, vous faites tout ce que vous voulez, faites plein d'expériences. Là, on va en parler juste théoriquement. Mais effectivement, merci de l'avoir proposé, il s'agit, déjà, on va commencer par regarder ce que c'est. Donc, première expérience assez incroyable, au lieu de faire pipi dans une toilette à chasse d'eau, on fait pipi dans un récipient. Finalement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Et on peut regarder son urine, tiens, c'est liquide. C'est chaud aussi, tiens, c'est vrai, c'est à 37 degrés. On n'y pense pas souvent. C'est jaune. Alors, c'est jaune, c'est qu'il ne doit pas que avoir de l'eau, il doit y avoir des trucs dedans. Quand on est une formation de chimiste, on se dit, tiens, on n'a qu'à enlever l'eau, on va assécher, puis on va voir ce que c'est. Alors, on enlève l'eau, c'est pas si simple, mais on peut y arriver. Et puis, à la fin, on finit par analyser les molécules qu'il y a dedans, et on trouve principalement de l'azote. Donc, le corps évacue plein d'eau, dans lequel il y a un peu d'azote qui est dilué. D'où est-ce qu'il peut venir? S'il y a quelque chose qui sort de notre corps, c'est probablement qu'à un moment, il y a eu quelque chose qui est rentré dans notre corps. Si vous voulez faire une autre expérience, vous faites une expérience de peser. Ce soir, en rentrant chez vous, 25 mai 2023, vous vous pesez. Dans un an, 25 mai 2024, vous vous pesez aussi. On prendra les résultats de tout le monde, on fera une grosse moyenne. Je mets ma main à couper qu'on sera à peu près tous au même poids. Donc globalement, ça veut dire que dans votre corps, il y a de l'azote qui est rentré, mais en fait, il y a la même quantité d'azote qui est sortie. Et effectivement, on a besoin de manger de l'azote sous forme de protéines. On a besoin de manger environ 60 grammes de protéines par personne et par jour. Et ces protéines, le corps ne les recycle pas à l'infini. Une fois qu'il les a utilisées, il est obligé de les évacuer. Et il les évacue sous une autre forme, qui est l'urée, un des composants principaux de l'urée, une molécule très riche en azote. Et donc le corps humain a besoin de manger des protéines, l'azote sous cette forme, et d'évacuer de l'urée. Alors maintenant, si on remonte un peu la chaîne, on mange soit des animaux, mais les animaux eux-mêmes ont dû manger des plantes, de l'herbe par exemple pour la vache, soit on mange directement des plantes, du pain, du blé, des petits pois, etc. Et ces plantes, elles-mêmes, elles sont constituées de protéines. Comment est-ce que les plantes ont construit les protéines dans leur corps? À l'inverse des humains, les plantes, elles prennent de l'azote dans le sol, typiquement sous la forme de l'urée, et avec de l'urée, elles font des protéines. Finalement, on a un système qui tourne extrêmement bien, puisqu'on a des plantes qui mangent de l'urée pour faire des protéines, et des humains et les animaux en général qui ont besoin de manger les protéines, et qui excrètent ensuite cette urée, et qui peut tourner ainsi à l'infini. Et depuis des millions et des millions d'années sur la planète Terre, c'est ainsi que fonctionnent les écosystèmes, et que circule l'azote entre les plantes et les animaux. Les humains, évidemment, se sont inscrits dans ces cycles, les humains chasseurs-cueilleurs fonctionnant ainsi, jusqu'à un moment où s'est beaucoup transformé la relation des humains à leur environnement, l'invention de l'agriculture. Est-ce que vous savez pourquoi, à un moment, et comment les humains se sont mis à devenir agriculteurs? Je vous rassure, personne ne sait. Mais il y a un grand nombre de chercheurs qui émettent des hypothèses, et en particulier, une hypothèse très intéressante, c'est qu'il y aurait eu des cueilleurs-chasseurs qui se seraient sédentarisés, et restant au même endroit,
il y a eu énormément d'urine en particulier, de matières fertilisantes qui se sont concentrées à cet endroit, que du coup la production de ces terres ont été très importante, enrichies par ces matières, et que finalement ils sont rentrés dans une relation avec des plantes domestiquées, cultivées, et une boucle entre les humains et les plantes nourrissant les humains et les humains nourrissant les plantes avec leur engrais. Alors si on regarde les traités d'agriculture écrits par l'humanité, principalement les grandes civilisations qui nous ont laissé les traités d'agriculture, on trouve invariablement pléthore d'informations sur comment utiliser l'urine humaine pour en faire un engrais. Dans les traités de Rome, de l'époque de Grèce, les traités chinois, les traités indiens, les traités arabes, on trouve à chaque fois 1000 détails, comment fertiliser avec l'urine humaine la vigne, comment fertiliser le blé, comment fertiliser le pommier, comment fertiliser telle et telle culture, avec tous les détails du temps de stockage, la façon d'utiliser, les mélanges et toutes les pratiques. Depuis des millénaires, les humains l'ont organisé. Et en particulier, quand les villes ont commencé à se développer, beaucoup de civilisations ont organisé un aller-retour entre une campagne qui va nourrir la ville et lui apporter ses aliments, les protéines, et puis les excréments humains qui vont retourner vers les sols agricoles dans un mutualisme entre les territoires agricoles et les villes. Ce système, il s'est également beaucoup développé en France, et au XIXe siècle, il y avait une industrie florissante de gestion des urines et matières fécales humaines. Un cas particulier, c'est celui de la région des Flandres, à Lille, où cette pratique était extrêmement répandue. Et imaginez-vous locataire d'un appartement à Lille au début du XIXe siècle. Bon, on est locataire, on paye son loyer, on a des charges, mais il y a une charge qui est complètement inversée. C'est celle de l'urine. Parce que l'urine, elle est stockée au pied de l'immeuble, et quand le vidangeur vient récupérer l'urine, il paye le locataire pour lui acheter l'engrais qu'il fournit. Au lieu de payer des charges, on est payé pour avoir ça. Alors du coup, comme dans n'importe quelle économie qui se met en place, il commence à y avoir tout un tas de gens qui se disent « tiens, il y a moyen d'organiser cette économie et d'en tirer des bénéfices. » Alors il y a des hangars qui se créent, des modes de transformation, on transporte par bateau, on fait des expéditions dans tous les sens de ces différentes matières. Et puis il y a des gens aussi qui se disent « l'urine, c'est pas très difficile de rajouter un petit peu d'eau dedans, vu que les gens l'achètent au volume, je rajoute un peu d'eau et puis ça va facilement être vendu beaucoup plus cher. » Donc il y avait des fraudes sur l'urine énormes. Alors, imaginez-vous, vous êtes au début du XIXe siècle, ça fait 200 ans, la disponibilité de moyens d'analyse de l'urine n'est pas celle qu'on a aujourd'hui, et vous devez vérifier que la qualité de l'engrais qu'on vous fournit est la bonne. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Et il y avait un vrai métier, ça s'appelait courtier gourmet, c'est très bien décrit. C'est très bien décrit dans les ouvrages du XIXe siècle. C'était une vraie profession, et donc, oui, on goûtait pour vérifier qu'on n'avait pas frelaté l'urine en la diluant avec de l'eau pour la vendre plus cher. Économie donc assez incroyable, en tout cas, telle que nous vivons aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer qu'elle a existé à une si grande échelle au XIXe siècle en France. Et si on a du mal à se l'imaginer, c'est parce que les transformations étaient profondes dans le monde depuis. En particulier, au début du XXe siècle, a été développée une technique industrielle de synthèse artificielle de l'azote. Pour ça, il faut énormément d'énergie. On est allé la chercher dans les hydrocarbures fossiles. Et pour avoir de l'azote, on a pris celui qui est dans l'air, le diazote. L'azote de l'air qui n'est pas disponible pour le vivant, ni pour les plantes, ni pour les animaux. 2 molécules d'azote très fortement soudées. Mais avec énormément d'énergie, on peut briser cette liaison des molécules d'azote et en faire de l'azote, typiquement de l'urée, disponible pour faire des engrais pour les plantes. C'est le procédé Haber-Bosch, développé à partir de 1913. Et à ce moment-là, la disponibilité en engrais azotés et donc la capacité à produire des engrais a été décuplée. Finalement, ce n'est plus été un facteur limitant de la production de la nourriture. Et progressivement, on s'est détourné des engrais organiques, des engrais naturels. Dans les villes, on avait construit des égouts pour évacuer les eaux pluviales. Finalement, maintenant que les agriculteurs n'étaient plus si intéressés pour récupérer les urines ou les matières fécales humaines, on a trouvé qu'il était assez pratique, avec une toilette à chasse d'eau, de brancher les maisons avec cet égout pluvial et d'envoyer au loin les urines et matières fécales dont de toute façon plus personne ne voulait. Sauf que les égouts finissent dans la rivière. Et comme notre urine est de la nourriture pour plantes, on fait pousser des algues. Et des algues en quantité phénoménale, car les rivières sont toujours relativement petites par rapport au nombre d'habitants qui peuvent habiter sur la ville baignée par cette rivière. Alors on a créé
des marées vertes. Et dans les années 60, 70, 80, en France, la qualité de l'eau des rivières est catastrophique. Et nous avons encore maintenant aujourd'hui des marées vertes, mais à cette époque, beaucoup plus de marées vertes, dues entre autres à l'engrais humain perdu des villes. Alors pour résoudre ce problème, on a, au bout des tuyaux des égouts, construit des stations de traitement des eaux usées. L'idée étant que les villes évacuent de l'eau usée, un mélange d'eau pluviale, des eaux de la maison, de la douche, de la cuisine, des urines et matières fécales qu'on mélange dans un tuyau. Et puis à l'extrémité, on ne veut pas rejeter les matières contenues dans cette eau dans la rivière, alors on les traite en station d'épuration. Et quel est le procédé que fait la station d'épuration pour traiter l'azote? L'azote est très dilué, et on n'a pas trouvé d'autre manière que de faire la réaction exactement inverse des stations de synthèse d'engrais azotés. On détruit les molécules durées ou assimilées, qui sont de l'engrais, et on les expédie dans l'atmosphère sous forme de diazote. Il est perdu comme ressource. Et on dépense aujourd'hui la même quantité d'énergie, et on émet à peu près autant de gaz à effet de serre à un bout de la chaîne par rapport à l'autre bout, pour synthétiser d'un côté et détruire de l'autre cet engrais. Usine de synthèse Haber-Bosch, engrais azoté qu'on met sur les champs, pris par la plante, que l'on mange, on urine, on appuie sur le bouton, ça disparaît, ça va à la station d'épuration, et on réémet dans l'atmosphère cet azote désormais perdu. Comment penser les manières de faire autrement? Quand j'étais à l'école des ponts, il y a 20 ans, j'ai eu 2 types de cours. J'avais un cours qui m'expliquait on n'a pas d'hydrocarbures fossiles, chaque hydrocarbure fossile qu'on brûle participe à un changement climatique extrêmement fort, dangereux. Il faut se détourner de l'utilisation de ces ressources et essayer de baisser les quantités d'énergie consommées. À côté de ça, j'avais un autre cours, un cours sur le traitement des eaux usées qui nous disait on est dans une situation catastrophique, la qualité des eaux de rivière est très mauvaise, il faut absolument construire ces grandes usines, mais qui m'ont paru être des usines de destruction d'engrais naturels. Et j'ai vécu un certain traumatisme d'imaginer qu'il paraissait si naturel d'utiliser des ressources fossiles pour détruire des ressources naturelles. Est-ce que ça vous paraît logique? Eh bien, figurez-vous, il y a 20 ans, c'était absolument révolutionnaire d'imaginer dire qu'on pouvait peut-être faire autre chose que ce système. On a finalement abouti à un système aberrant que l'histoire explique et où finalement les différents événements qui se sont succédés et les différents intérêts qui ont joué ont abouti à cette histoire, mais on est face à un tableau aujourd'hui qui paraît aberrant. Et dans la recherche que nous menons depuis de nombreuses années, j'ai l'impression d'avoir tiré sur un fil, progressivement, en commençant par une vision d'ingénieur. Bon, c'est dommage de synthétiser de l'azote et puis de le détruire de l'autre côté, on ne peut pas trouver autre chose. Et puis après, en fait, il y a de plus en plus de choses qui viennent en tirant sur le fil. D'abord, on découvre que finalement, il n'y a jamais eu besoin d'avoir des engrais de synthèse pétrochimique pour nourrir le monde. Et puis on découvre aussi qu'il n'y a jamais eu besoin d'avoir des hydrocarbures fossiles pour avoir une humanité qui soit épanouie. Puis à l'autre bout de la chaîne, on découvre qu'il n'y a jamais eu besoin d'utiliser des litres et des litres d'eau potable pour évacuer nos urines et matières fécales. Que ce n'est pas une fatalité que sur Terre aujourd'hui, il y ait 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des conditions minimales d'assainissement, pendant que dans les sociétés occidentales, on chie allègrement dans l'eau potable. Et peut-être ça vous paraîtra anecdotique, mais ce n'est pas non plus une fatalité qu'aujourd'hui, quand on va au spectacle, les hommes utilisent l'urinoir très rapidement et les femmes fassent la queue pendant si longtemps. Finalement, en étudiant ces différents points, on se rend compte qu'elles révèlent un certain nombre de choses. Pour les toilettes, elles révèlent l'espace public pensé pareil pour les hommes davantage. Pour les différentes façons dont sont déployées les techniques dans la société, elles révèlent aussi des mécanismes de domination. Des dominations qui produisent des injustices sociales et des dommages environnementaux, qui nécessitent donc d'être compris, critiqués, pour arriver à tisser autrement des manières de faire société. Finalement, il me semble qu'il y a
deux grands messages à passer autour de cette façon de retisser le monde. La première, ce serait celle de la déconnexion au monde. Qui d'entre vous sait d'où vient l'eau quand vous ouvrez le robinet? Qui d'entre vous sait comment a été produite la nourriture que vous mangez? Qu'est-ce qui a été mis sur les champs? Comment ont été cultivées ces plantes? Qui d'entre vous sait où vont les urines et matières fécales une fois qu'on appuie sur le bouton? Notre société a produit une déconnexion globale. Et elle a produit également, plus spécifiquement, pour les ingénieurs, une certaine neutralisation politique. Car aucune technique n'est neutre. Toutes les techniques sont enchâssées dans un système politique et dans une organisation collective dans lesquelles les ingénieurs, souvent, ont une position plutôt confortable et ne sont pas spontanément de nature à remettre en cause un système qui les sert plutôt bien, alors même que cette technique est à repenser dans sa capacité à faire société. J'ai encadré un premier doctorant qui a travaillé sur l'urine. On a fait des essais de fertilisation pour voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser désormais à nouveau ces engrais, en essayant de déployer une recherche qui soit autant que possible conviviale, intégrée et dans une logique d'incapacité de donner de la puissance d'agir à des collectifs et aux citoyens pour réinventer ces nouvelles manières de faire. Et puis, juste après, un autre doctorant qui vient me voir et qui me dit « T'as encadré une thèse sur le pipi et le caca finalement ?» Ben c'est vrai, c'est pas juste, on ne s'était pas beaucoup occupé du caca. Alors là, quand il est venu me voir, je lui ai dit « T'inquiète pas, on va faire la thèse sur le caca parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'étudiants qui vont revenir me voir pour me demander ça. Le pipi, il y a de l'azote, on peut le vendre et tout, mais le caca, vraiment, c'est pas glamour. » Et là aussi, on découvre qu'en fait, finalement, le caca, aujourd'hui, un de ses grands problèmes, c'est les risques de transmission de maladies, de pathogènes, mais aujourd'hui, ces pathogènes, on les retrouve dans les rivières. Le système qu'on a développé ne permet pas de garantir une barrière sur le transfert de ces pathogènes entre nous et l'environnement. Et donc, on a des remises en cause écologiques, sociales, mais également sanitaires de ces manières de faire société. Et aujourd'hui, un très grand nombre d'acteurs sont en train d'apprendre à savoir comment est-ce qu'on peut développer des urinoirs sans eau pour les hommes, des urinoirs sans eau pour les femmes, des toilettes à séparation d'urine, des façons de collecter, de stocker, de transformer les urines, les matières fécales pour en faire des matières fertilisantes. Et ici même, à l'école des Ponts, nous avons développé une collecte de l'urine et un démonstrateur avec valorisation de cette urine sur les champs et des partenariats avec des agriculteurs, un boulanger, qui nous permettent aujourd'hui de faire du pain à partir de cette ressource produite quotidiennement par nos corps. Alors revenons à la question initiale. Est-ce que c'est bien ou pas bien de faire pipi dehors? Eh bien en fait, d'abord, il ne faut pas faire pipi dans l'eau. Dans l'eau, on va diluer ces ressources, et puis globalement, on va contribuer à la croissance des algues dans les écosystèmes, ce qui va créer des marées vertes. Ensuite, on peut se dire, on peut faire pipi sur la pierre, très mauvaise idée aussi. Vous l'avez déjà expérimenté, l'azote va partir sous forme d'ammoniac dans l'atmosphère, l'odeur est horrible. Il reste la terre, assez bonne idée, mais finalement, pas nécessairement n'importe quelle terre. On peut à sa propre échelle fertiliser de la terre pour produire, mais un des enjeux qui est devant nous aujourd'hui, c'est de savoir comment organiser à grande échelle le fait que l'engrais humain produit par nos corps soit intégré dans des systèmes qui permettent d'être retournés au sol pour boucler le cycle du vivant. Merci.